Alors maintenant, on va voir, mais c'est un peu chimiquement, mais c'est pour vous montrer les effets secondaires des mécanismes de dégradation des aliments. Et là encore, le créateur, et à mon avis, ce sont des bactéries, qui ont pendant 3 milliards d'années fait des expérimentations et sélectionné les réactions chimiques les plus intéressantes. Ben, ce sont des bactéries qui, il y a 3 milliards d'années, ont inventé le mécanisme de la photosynthèse avec la chlorophylle. Et c'est un mécanisme relativement complexe, mais génial. Bon, je vous laisse choisir votre créateur. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que le créateur a créé les bactéries, et puis elle, ensuite... Bref, lipides, glucides, protéines, tout est cassé en petits morceaux, et ces petits morceaux, glucose, sont encore cassés en plus petits morceaux, voilà, en acétate. Donc en morceaux à 2 carbones. Donc ça, c'est essentiel. Et dans la mitochondrie, ça passe dans le cycle de Krebs, ou encore cycle de l'acide citrique. Les carbones se retrouvent sous forme de gaz carbonique, CO2, et le reste donne des protons et des électrons qui ensuite vont se balader sur la chaîne respiratoire pour faire de l'énergie en transformant de l'ADP en ATP. On ne va pas rentrer dans le détail. L'eau récupère aussi des protons et des électrons, pour l'oxygène, pour former de l'eau. Et alors le drame, c'est qu'à ce niveau-là, vous avez à peu près 5% de cette réaction qui ne marche pas tout à fait correctement et qui donne naissance à des espèces oxygénées activées, des radicaux libres, et qui font des bêtises. Mais ça, c'est l'inconvénient de l'oxygène. Donc vous voyez, il ne faut pas plus de 20% d'oxygène dans l'air, sinon là, ça augmente. Et puis ça va nous oxyder. Donc vieillissement précoce. Et maladie du stress oxydant. Donc ça, c'est intéressant. Les protons et les électrons. Et Louis-Claude Vincent, justement, avec son concept, sa méthode, mesure les quantités de protons et d'électrons dans le sang, la salive et l'urine. Et ensuite, lorsque vous faites un petit bilan, vous avez avec ça un petit bilan de santé. Voilà, ça c'est dans le bouquin de biochimie. Je me suis permis de corriger leurs 2 H là, pour dire que ce n'est pas 2 H qui disent 2 équivalents réducteurs. Ça, en chimie, ça ne veut rien dire. C'est 2 protons et 2 électrons. Donc le cycle de Krebs par acétate fournit 8 protons et 8 électrons. Et eux, ensuite, se promènent sur ces systèmes échangeurs d'électrons et de protons et qui conduisent à la formation d'eau. Et faire fabriquer H2O à partir de protons et d'électrons, ça libère énormément d'énergie. Donc là aussi, les bactéries ont sélectionné une réaction extrêmement intéressante. Alors ça, n'ayez pas peur, on va pas... Ça, c'est simplement pour vous montrer que les acides gras, vous vous rappelez cette longue chaîne, à nombre pair de carbone, eh bien c'est cassé par une réaction extrêmement facile, simple, pour donner des acétates qui passent directement dans le cycle de Krebs et qui fournissent notre énergie. Donc les acides gras sont très faciles à digérer. Donc là aussi, arrêtez de vous laisser influencer par des pubs qui vous disent « Oh, le gras, méfiez-vous du gras ». Non. Bon, c'est une question de quantité aussi. Mais sachez que l'organisme est parfaitement capable d'aller chercher son énergie dans du gras. Oui. Et ça, c'est pour dégrader du glucose. Ben, en regardant rapidement, ben, c'est plus compliqué de dégrader du glucose et de faire de l'énergie que de dégrader du gras. Gardez cette idée en mémoire aussi. Donc là aussi, ça finit en acétate. Et puis dans le cycle de Krebs, voilà. Suivant. Voilà, j'ai essayé de montrer ça par un schéma. Donc vous rappelez les glucides, l'amidon, c'est une chaîne de glucose accrochés les uns aux autres. Dans la digestion, on coupe en morceaux de glucose. Et puis ensuite, il y a 6 carbones,
dans le phénomène de digestion, on casse la liaison rouge et on fait 2 morceaux de 3, mais il faut des acétates, donc il faut perdre 1. Et ce 1, on le perd sous forme de CO2. Donc c'est relativement difficile. Mais sachez que les glucides, ça passe aussi par les acétates pour être ensuite utilisés dans les mitochondries. Et les lipides, oui, ce sont des chaînes comme ça, de nombre pair de carbone. Donc c'est cassé en morceaux de 2, en acétate. Il y a juste les 2 derniers qui sont un petit peu particuliers, mais on ne va pas rentrer dans le détail, et qui sont importants dans ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu, le régime paléolithique ou le régime cétogène. Parce que eux mangeaient plus de gras que de céréales. Autre remarque importante, puisque tout est dégradé en acétate, eh bien notre corps, quand il y a trop de glucose, il est capable de faire des acétates et de les assembler et de faire du gras. Donc parfois, dans l'obésité, eh bien c'est à cause de trop de glucose que c'est stocké dans les lipocytes sous forme de gras. Donc faire du gras à partir du glucose, c'est relativement simple. Faire l'inverse, c'est-à-dire dégrader le gras quand il y a trop de glucose, difficile. Enfin là, je vous conseille de lire des livres sur le régime paléolithique, c'est assez intéressant. Alors les apports énergétiques, ben voilà, les glucides, donc glucose, saccharose, amidon, ça donne à peu près 4 kilocalories par gramme. Les protéines aussi. Les lipides, eh ben ça en donne beaucoup plus. Ben, vous avez vu que de dégrader du gras, c'est beaucoup plus facile que de dégrader du sucre. Donc ça libère beaucoup plus de kilocalories. Et puis ça, c'est pas mal aussi. Hein. L'alcool. Vous allez croire que j'insiste un peu beaucoup sur l'alcool. Mais je trouve ça très drôle parce que l'éthanol, c'est 2 carbones déjà. Et donc ça donne très vite des acétates. Donc ça va donner très vite pas mal de kilocalories. Donc là aussi, si vous voulez maigrir, il faudra fortement limiter l'alcool. Mais qu'on arrête de dire que le vin, c'est de l'alcool. Voyez, le vin, c'est 10% d'alcool. Donc ce n'est pas le vin qui est fortement dangereux, ce sont les alcools forts. Ça, oui. Oui, s'il te plaît. Oh, ah si, il faut en parler. L'index glycémique, vous avez entendu parler de ça, parce que au niveau des, des féculents et des sucres, on a inventé ce paramètre qui permet de mesurer l'effet direct de taux de ces types d'aliments sur la sécrétion d'insuline. Donc il y a certains aliments pour lesquels la sécrétion d'insuline est très rapide et très forte, donc fortement sollicitée. Si vous mangez trop souvent des aliments à index glycémique élevé, alors là, le diabète n'est pas loin, parce que votre pancréas ne va pas réussir à suivre. Donc, il faut plutôt manger des aliments à index glycémique bas, les lentilles, haricots secs, pois chiches, muesli, nature, pommes, poires, agrumes, chocolat noir, ouais, sans trop de sucre, hein. Fructose, lactose, ça va. Et alors le mieux, c'est il faut que ce soit, voilà, que ces aliments soient pris au cours d'un repas, donc accompagnés d'autres aliments. Là, ça diminue l'index glycémique. Modéré, riz complet étuvé, pâte complète, peu cuite, al dente. Paraît que c'est mieux. Banane, ananas, figue, sèche, barre de céréales, encore que barre de céréales, avec ce que je vous ai dit sur les céréales, chocolat au lait, saccharose. Alors, indice glycémique élevé, alors là, à fuir, parce que ça va tuer votre pauvre pancréas, le pain blanc, le pain de mie, le riz instantané, les galettes de riz, les pommes de terre, cornflakes, popcorn. Quand je vois au cinéma les kilos de popcorn qui sont... Les biscottes, les crêpes, les gaufres, pizza,
farine blanche, pâtisserie, Coca-Cola, miel, glucose. C'est pas rassurant tout ça. C'est pas rassurant. Mais je reviens à cette idée que je vous ai déjà, mine de rien, instillée. Il faudra essayer de diminuer les aliments qui fournissent du glucose. Et augmenter un petit peu le gras. Et pas suivre ce que vous dit le programme officiel, manger beaucoup de céréales et diminuer surtout le gras. Non, c'est une erreur et les Américains sont en train de payer. Alors pourquoi faire pareil? S'il te plaît. Ça c'est juste pour montrer que la circulation de l'énergie dans le monde vivant, c'est génial aussi. Parce que les plantes, par la photosynthèse, donc grâce au soleil, fabriquent notamment du glucose et libèrent de l'oxygène. Et puis nous, on fait l'inverse. On consomme le glucose, on consomme l'oxygène, ça nous permet de survivre, et puis on rejette de l'eau et du gaz carbonique. Et vous voyez que c'est un cycle qui entretient la vie sur notre globe, et ça a été conçu comme ça. Mais c'est pas mal. Alors ça, j'ai travaillé quelques années au Centre européen d'études du diabète, qui étonnamment, près de l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg, qui étonnamment a été ouvert à ce que je suis venu raconter. Il se trouve que Alain Bellecour, on a fait nos études ensemble à la fac de chimie. Il est malheureusement déjà décédé. Et on avait préparé un document à soumettre à la région Alsace pour qui nous finance des études sur le stress oxydant et son rapport avec le diabète. Donc on revient là-dessus, mais ça je vous l'ai dit, que 2% de l'oxygène qui vient dans la mitochondrie fabrique des radicaux libres dangereux. Qu'est-ce que le stress oxydant? C'est la bagarre entre oxydant et anti-oxydant. Principe, pour rester en bonne santé, il en faut autant des deux, parce qu'il y aura forcément toujours des oxydations. Mais si on compense avec des antioxydants, ça ira. Mais si, à un moment donné, il y a trop d'oxydants, voilà, si la balance est... il y aura des problèmes de santé à cause de ce stress oxydant. Oui. Alors voilà les différents troubles qui peuvent arriver à cause du stress oxydant. Bon, au Centre européen du diabète, on s'est surtout intéressé à cette voie-là. Voilà. Et dans Sciences et Vie, là, il y avait un article intéressant en 2003. Est-il vrai que l'oxygène attaque les cellules? Eh bien oui, l'oxygène est un poison. Et on veut bien le reconnaître tout doucement. Louis-Claude Vincent était venu faire une conférence en 1960 à Strasbourg en disant que l'oxygène est un poison. Ah, si vous aviez lu le premier titre dans les dernières nouvelles d'Alsace, il est fou, il vient raconter des conneries. Non, aujourd'hui on le reconnaît. Mais les précurseurs, vous voyez, c'est... Oui, la suivante. Alors voilà les fameux radicaux libres qui sont à la source. Les mécanismes de défense, c'est vrai que nos cellules arrivent un petit peu à se défendre, mais il ne faut pas que les mécanismes de défense soient dépassés par les événements, et c'est ça le problème aujourd'hui. On a des mécanismes de défense, mais ils sont dépassés. S'il te plaît. Alors voilà, la détoxication des xénobiotiques. Donc lorsqu'une molécule toxique entre dans notre organisme, il y a deux endroits où on peut s'occuper de lui pour l'éliminer, c'est le foie ou également dans les cellules. Et pour faire ça, alors là aussi c'est génial, eh bien on va essayer d'accrocher un groupe OH, excusez-moi c'est un peu de chimie, mais en accrochant ce groupe OH, cet ensemble devient soluble dans l'eau. Et donc on va pouvoir l'éliminer par les urines. Extraordinaire. Mais le malheur, c'est que pour accrocher cet OH, il faut faire une oxydation. Et donc forcément, il y aura des petits effets pervers dans l'environnement, immédiats. Et puis il y aura un petit peu de stress oxydant. Mais bon, il faut étudier quel est l'antioxydant à utiliser dans ces cas-là. Vous voyez, plus de 3 millions de molécules ont été synthétisées, dispersées dans notre environnement.
Oui, merci les chimistes. Alors ça c'est intéressant parce que, bon c'est de la chimie, mais ça fait référence à ce malheureux agriculteur qui a été intoxiqué par du chlorobenzène, ça servait de solvant je crois dans ce qu'il épandait sur ses cultures. Et il a réussi à prouver que c'était ça la cause, cette molécule, parce qu'on a trouvé ces deux molécules dans ses urines. Chance inouïe. Et il a gagné son procès grâce à cette preuve chimique. Donc là je reparle du formaldéhyde, poison, et puis le benzène. Eh bien, le benzène, maintenant on dit aussi que c'est un solvant très dangereux, alors que quand j'ai commencé mes études à la fac, on n'en parlait pas du tout et on en a pas mal respiré. Il doit y avoir quelques résidus. Donc là aussi, ça donne un carbocation, c'est-à-dire un trou, et ça se précipite sur tous les... Donc si vous voulez, chimiquement, on arrive assez facilement à expliquer la toxicité des choses. Mais on ne nous écoute pas. Et puis ça dérange des intérêts financiers. S'il te plaît? Oui, alors là, c'est de la chimie. Mais c'est intéressant pour ceux qui ont fait de la chimie. Et pour ceux qui n'en ont pas fait, ça montre simplement que pourquoi l'oxygène est-il toxique? Eh bien parce que c'est un double radical libre. L'oxygène qu'on respire, c'est un radical libre et qui donne naissance à des réactions radicalaires. Voilà pourquoi il n'en faut pas trop. Bon, notre organisme a décidé de choisir l'oxygène qui, avec des protons et des électrons, en faisant de l'eau, donne notre énergie, mais vous avez plein de bactéries, par exemple, qui vivent dans les profondeurs des océans, qui ont utilisé un autre processus chimique pour faire leur énergie. Donc on aurait pu trouver une autre solution. Il se trouve que les bactéries, il y a 3,5 milliards d'années, ont pris l'oxygène, mais ils surveillent. Bon, j'affirme ça, je ne sais pas si on l'a prouvé. Mais comme l'oxygène réagit avec plein de choses, on n'avait pas été frappé que sa quantité dans l'atmosphère est toujours la même. Qui s'en occupe? Qui en rajoute quand il en manque? Je vous laisse réfléchir. Mais on explique très facilement le rôle de l'oxygène. Voilà, ça c'est les différents systèmes antioxydants que vous connaissez, vitamine E, vitamine C, glutathion, coenzyme Q, Q10. Voilà, tout ça, ça aide à limiter les mauvais effets de l'oxygène. Alors, arrivons à la micronutrition. Alors ça, ce sont les besoins nutritionnels essentiels. Vous irez les lire aussi sur le montage. Donc tous les minéraux, oligo-éléments dont on a besoin, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Mais quand on a une alimentation variée, ou si on prend des compléments alimentaires, on peut faire face à tout ça. Les aliments glucidiques complexes, alors ça a pris du plomb dans l'aile parce que certes, on recueille dans les aliments glucidiques complexes, c'est-à-dire par exemple le blé complet, le pain complet, on récupère, c'est vrai, des minéraux, des oligo-éléments, d'autres micro-machins, mais bon, prenez du pain complet, certes, mais non, prenez peut-être pas trop. Alors encore de la chimie, mais ça maintenant c'est les vitamines. Alors c'est les vitamines solubles dans les graisses, mais ça vous reconnaissez tout de suite. Hein. Dès qu'il y a une longue chaîne comme ça, eh ben, c'est soluble dans les longues chaînes, donc dans les lipides. La vitamine A, c'est soluble dans les lipides. La vitamine D, tiens, comme par hasard, ça ressemble beaucoup au cholestérol. Hein. Donc on doit le fabriquer sans doute grâce à la lumière du soleil à partir du cholestérol. La vitamine E, même chose, il y a une longue chaîne soluble dans les graisses. Vitamine K, longue chaîne soluble dans les graisses. Coenzyme Q, pareil. Vous voyez, c'est simple la chimie. Hein. Ensuite, oui, là ça devient un petit peu compliqué. La vitamine B12, vous voyez que là les bactéries, elles ont un peu...
un peu forcé sur le raisonnement et sur... il y a du cobalt au milieu. Donc de temps en temps, il faut un peu de cobalt. La prochaine. Alors maintenant, les vitamines solubles dans l'eau. Alors la vitamine B1, B2, PP, voilà, le coenzyme A, la vitamine C, alors celle-là évidemment vous la connaissez bien. Alors c'est une vitamine qui s'occupe aussi des protons et des électrons, vitamine relativement importante. La vitamine C, on a pas mal travaillé dessus. Et puis il y en a même certains chercheurs, comment il s'appelait, Linus Pauling, qui lui en avale, je me demande si c'est pas 20 grammes par jour. Enfin, bon, il y a eu le prix Nobel pour les études qu'il a faites, mais il y a déjà longtemps. Mais retenez que la vitamine C, à vos souhaits, c'est quand même une vitamine d'oxydoréduction importante. Et puis soluble dans l'eau parce qu'il y a des OH. Alors j'ai mis le doigt sur un polyphénol d'origine naturelle qui a des structures tout à fait comparables, et je vais sortir un article là prochainement. Je pense que les deux sont importants parce que le flavonol, lui, est plutôt soluble dans les huiles, donc ils doivent pouvoir jouer des rôles en même temps. Ça c'est du redox aussi. La suivante. Et le zinc permet d'augmenter le pKa de l'eau, donc pour faire des hydrolyses. C'est une sorte de soude de l'organisme pour hydrolyser les protéines. Passons. Alors ça, oui, c'est un petit peu drôle parce que vous voyez que cette structure de la chlorophylle ressemble beaucoup à la porphyrine qu'on trouve dans l'hémoglobine. À part au milieu, là il y a du magnésium, là il y a du fer. Donc je pense que l'organisme, comme il fabrique son hémoglobine pratiquement tous les jours, si vous lui apportez de la chlorophylle, vous lui facilitez un peu le boulot. C'est une opinion tout à fait personnelle. Alors les polyphénols, alors j'ai surtout travaillé là-dessus. Le resveratrol dont on parle beaucoup, on en a fait une synthèse. On a trouvé un analogue qui a des propriétés 100 fois anticancéreuses, 100 fois plus importantes. On a publié ça en 2003. C'est très facile à préparer, ça coûte pas cher, ça n'intéresse personne. Oui, c'est scandaleux, scandaleux. Mais bon. Oui, alors ça aussi, c'est pour comparer les oméga 6 et les oméga 3, là où on peut les trouver. Alors vous voyez, on parle de produits végétaux, là, huile de colza. Il paraît que colza c'est important, soja, noix, germe de blé. Ici, huile de tournesol, soja, maïs, pépins de raisin, huile d'olive. Donc on trouve pas mal d'oméga 6 et d'oméga 3 dans les végétaux et dans chez les animaux, c'est surtout le poisson. Mais alors j'ai trouvé un article récemment qui dit que les acides gras là qui sont plus longs, donc on prend chez les poissons, eh ben c'est pas très bon, enfin. Passons. La valeur calorique et la composition d'aliments. Huile, beurre et margarine, c'est intéressant à comparer. Alors là, c'est pas mal aussi, la comparaison entre 3 sortes de lait, maternelle, chèvre et vache. Donc, la forme du lait, la floculation, et puis ensuite la composition, le calcium, vous voyez qu'il n'y en a pas trop dans le lait maternel, par contre il y en a pas mal dans le lait de chèvre et lait de vache. Et puis les vitamines, bon. Passons, méfiez-vous du lait sous forme de lait.
Le calcium, oui alors, on essaye de nous faire croire aussi que le lait, c'est le seul aliment où vous pouvez trouver du calcium. C'est une erreur, grosse erreur. Certes, il y en a dans le lait, mais il y en a beaucoup plus. Regardez la spiruline dans les algues. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Iziki, je ne sais pas ce que c'est. Oh, ça doit être des produits de la mer. Spaghettis marins. Mais alors surtout dans le chou, brocoli, hareng. Et puis il doit y avoir les sardines, oui, sardines crues. Vous mangez avec les arêtes, c'est du calcium. Voilà. Ensuite, entre farine complète et farine blanche, évidemment dans la farine blanche, eh bien on n'a que des glucides, oui, de l'amidon pratiquement pur. Et on a enlevé tout ce qui était intéressant. Regardez, il y avait du potassium dans la farine complète, il n'y a presque plus rien dans la blanche. Donc dans la farine blanche, on a enlevé tout ce qui était intéressant. Donc prenez plutôt des farines complètes. Là aussi, même chose avec le sucre blanc, le sucre bleu, brut et le jus de canne. Mais on ne va pas passer dans le détail, mais plus vous raffinez, plus vous enlevez. Regardez, dans le sucre blanc, il n'y a plus grand-chose. Hein. Voilà. Mais méfiez-vous du sucre. Hein. Alors les huiles, c'est pareil. Alors voilà, 100 grammes de bœuf équivaut à 100 grammes de lentilles et à 100 grammes de haricots noirs. Donc là, c'est pour défendre l'idée que le régime alimentaire sans viande peut être tout à fait, et peut être effectivement tout à fait correct. Il paraît que le fer qui est dans la viande, c'est mieux que Le fer, oui, 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 absolument. Ben, dans l'hémoglobine de la viande, il y a du fer sous forme de la molécule que je vous ai montrée tout à l'heure. Et effectivement, le fer de la viande est plus facilement assimilable. Vous avez raison. Enfin, moi, personnellement, je mange un peu de viande. Faut un peu de tout. Sauf de lait. S'il te plaît. Alors, les équilibres auxquels il faut être attentif, oh, vous les connaissez un peu aussi. L'équilibre acide-base, alors il y a eu plein de bouquins aussi sur acide-base. Est-ce qu'il faut manger des acidifiants, basifiants, l'équilibre hyperglycémie, hypoglycémie, oméga 3, oméga 6, sodium, potassium, et puis l'équilibre hydrique. C'est vrai qu'il faut faire attention un petit peu à tout ça. Ça c'est pas mal aussi, l'indice PRAL. Alors ils ont fait manger à des individus une quantité donnée de ces légumes, hein. Et puis ensuite ils ont mesuré l'acidité ou la basicité des urines. Et en fonction de ça, eh bien, ils ont édité un potentiel acide. Et alors, plus vous avez, si je peux m'exprimer ainsi, plus c'est moins, et plus c'est basifiant. Donc d'après cette école, il vaut mieux manger de tout ce qui est moins, alors que tout ce qui est plus est acidifiant. Mais il faudra trouver un équilibre. Ensuite, ça c'est la méthode Vincent, alors qui mesure la quantité d'électrons et la quantité de protons dans le sang, la salive et l'urine. Alors ça c'est typiquement, ça reflète typiquement un déséquilibre relativement important, parce que le sang devrait être ici, or il est plus alcalin, plus oxydé. C'est en train de... L'urine ne devrait pas être aussi acide. Enfin bref, on ne va pas développer cette... Bon, là aussi, c'est avec les mêmes paramètres, les maladies. Si, juste une maladie à laquelle je voudrais venir parce qu'il ne faut surtout pas en parler aussi. C'est là le tétanos. Il est très bas là-dedans. Ça veut dire qu'il se développe en milieu riche en électrons.
si vous voulez éviter le tétanos, eh bien, il va falloir oxyder. Donc, vous mettez de l'eau oxygénée sur votre plaie où vous avez peur d'avoir un tétanos, puis il n'y a plus de problème. Le vaccin, il ne sert à rien, il ne marche pas. Oui, je sais que je choque beaucoup ce soir, mais j'ai aussi publié sur mon site une conférence sur les vaccins, qui, à mon sens, ne tiennent pas debout. Mais bon, je suis à la retraite, je peux le dire. Et puis je peux surtout... J'ai lu énormément de livres de gens sérieux et qui l'ont montré. Mais on attaque aussi des intérêts. Alors voilà, par exemple, les aliments acidifiants, forts, faibles. Alors les forts, c'est surtout protéines, fromage, céréales. Donc ce qui donne protéines, glucides. Ça, c'est les plus acidifiants. Les plus alcalinisants, c'est évidemment les fruits et légumes. Voilà. Le suivant, s'il te plaît. Comment redresser le terrain? Oh, bah. Oui, les aliments fermentés, extrêmement intéressants, parce que ça vous apporte beaucoup d'électrons. C'est pas mal. Et puis la consommation régulière d'antioxydants. Moi, j'en prends en complément alimentaire pratiquement tous les jours. Surtout au changement de saison. Et puis en hiver, quand il est long, il n'y en a plus beaucoup dans l'alimentation. Mais même dans l'alimentation normale, moderne, la façon dont les fruits et légumes sont cultivés, il y a beaucoup moins de vitamines qu'il y a 30-40 ans. Et alors pour ceux qui sont dans le domaine médical, retenez cette petite idée, quand il y a des troubles pulmonaires, respirez de l'air enrichi en hydrogène. Je mets bien à tester, c'est une idée, d'après la méthode Vincent. J'en ai déjà parlé une fois à un doyen de médecine, il était poli, il ne m'a pas ri au nez. Et d'après la méthode Vincent, je pense que ça devrait être intéressant. Donc, les gens intéressés, retenez ça dans un petit coin. Et puis, si un jour il y a le SRAS qui arrive ou des choses comme ça, il faudra y penser. S'il te plaît. Ah, là, on a fait une étude extrêmement intéressante au labo, donc dirigée par le professeur Raymond Brouillard, qui est un ami. Et j'ai fait ce travail avec une thésarde. On a l'Institut vitivinicole de Rémiche au Luxembourg nous a fourni alors 4, là il n'y en a que 3, mais il y en a eu 4 récoltes de 35 viticulteurs. Et on s'est amusé à ouvrir les 35 x 4 bouteilles et à faire cette analyse Vincent, c'est-à-dire à mesurer le RH2, la richesse en électrons, en fonction de la quantité de polyphénol. Alors regardez ce qui est très drôle. C'est que, alors plus c'est en bas, plus c'est antioxydant. Alors c'est d'abord les pinots noirs et les rosés qui sont les plus antioxydants. C'est normal parce que la molécule qui donne la couleur a déjà des propriétés antioxydantes. Donc c'est un petit plus. Pour les blancs, les meilleurs c'était les verts. C'était 2002. Et les moins bons, c'était les 2003 qui sont plus oxydés. Qu'y a-t-il eu en 2003 ? Canicule. Canicule. Donc c'est l'effet oxydant du soleil que l'on arrive à mesurer, à mettre en évidence avec cette technique. Et alors les effets oxydants sur les malades, donc on peut, bon ils font des analyses assez complexes du dosage du dialdéhyde malonique et des choses comme ça. Mesurer le RH2 du sang est extrêmement simple, ça coûte pas cher. C'est ce que j'ai fait chez les cancéreuses à l'hôpital, et où on a montré que dans les cancers du sein, le sang était plus oxydé et plus chargé en minéraux que par rapport à des personnes saines de référence. Voilà. Et alors j'ai eu la chance au Centre européen d'études du diabète, ils ont utilisé ma technique, donc ils ont mesuré le pH
chez des rats qui avaient ou pas le diabète, et ils ont mesuré aussi le RH2, donc le potentiel, sur des rats qui avaient ou pas le diabète, et ils l'ont étendu aussi à des malades, et on constate qu'il y a effectivement une incidence du stress oxydant dans le diabète. Donc ça oriente un petit peu les recherches, ça peut être intéressant. Voilà, on continue. Oui, le modèle crétois à la française, oui, vous verrez ça aussi. C'est surtout fruits et légumes. Et puis on pourra rajouter un petit élément du régime paléolithique, donc diminuer farineux, sucre, céréales et augmenter un petit peu plus le gras, ne pas avoir peur du gras. Les pyramides, alors là j'en ai plein, on va passer. Alors celle-là elle n'est pas bonne, hein, parce que ils mettent comme aliment le plus important, donc, plus c'est en bas, plus il faut en consommer, pain, céréales, farineux. Ah ben non. Ah ben non. Et ça c'est la méthode acide-base. Alors eux mettent plutôt fruits et légumes, vous voyez, vers la base. Et ensuite les protéines, et les féculents arrivent assez haut. Donc ça c'est déjà beaucoup mieux. Et puis, alors ça c'est... Ah oui, les conseils français, ben là on est en plein à côté, vous voyez. En plein à côté. Donc faites attention. Le régime d'Okinawa, alors là aussi, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de potage. Bon, dans la médecine chinoise, c'est beaucoup cuit dans l'eau. Ils se méfient un petit peu des crudités. Et puis ensuite, un peu de viande, poisson. Alors les céréales, elles sont où? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Peut-être le bol de riz, là. Mais à part ça, non. Et les pâtes aussi. À gauche du riz, à droite du riz. Ah d'accord. Ça, c'est les pâtes. Oui, il est marqué pâtes de blé. Ah oui, pardon. Et oui, et puis 8 conseils du docteur Machin, augmenter les fibres, réduire les graisses animales, éviter les additifs, ça on est d'accord, privilégier les aliments fermentés, tout à fait d'accord, choisir avec attention les probiotiques du commerce, oui, manger détendu, ben ça on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a après? Jeûner. Jeûner, ah oui, alors ça c'est une technique extraordinaire quand on est malade. Le jeûne met en route le mécanisme dont on n'a pas parlé avec les graisses qui sont coupées en morceaux de 2 et puis il en restait 4. Alors ces 4-là jouent un rôle important au niveau du jeûne et ces 4-là se baladent notamment aussi dans le cerveau, donc le cerveau peut parfaitement faire son énergie même s'il n'a pas de glucose. Ensuite, faire de l'exercice, c'est vrai. Être vigilant pendant et après la grossesse. Oui, on peut être que d'accord avec ça. Bon, 2 livres, j'aurais pu en mettre beaucoup plus encore. Parce qu'il y en a plein, hein. Maintenant des régimes. Chacun a sa vérité sur les régimes. Le suivant. Impact de l'environnement, ça va être long. Toutes les pollutions, toutes les radiations. Alors l'obsession du calcium, oui, ça c'est le professeur Nespolo qui a fait tout un truc là-dessus en disant que... Alors le suivant est assez drôle si je me souviens. Voilà, vous êtes-vous déjà posé la question, quel mammifère consomme du lait après sevrage? Aucun. Quel mammifère consomme le lait d'une autre espèce? L'homme. Et surtout la femme. Grâce au lavage du cerveau effectué par l'industrie. Ah, c'est vrai que le lobby du lait, costaud. Alors la relation entre consommation de calcium laitier et des fractures. Eh bien, plus, ça c'est la consommation, plus vous consommez de lait et plus vous retrouvez en haut, plus il y a de fractures. Vous voyez que c'est une connerie qu'on raconte. Oui, suivant. Voilà, suivez la pistolet. Alors ça, c'est les différentes sources de calcium. C'est dans Que choisir santé, c'est pas mal. Ils sont pas mal ouverts à, disons, aux publications qui contredisent la médecine officielle.
Donc ça, j'apprécie. Ils ont un peu ce courage. Alors, regardez là. Un régime typiquement américain rend résistant à l'insuline en 2 jours. Dans une expérience originale, 6 hommes ont consommé 6000 calories. Les effets nocifs sont apparus en 2 jours. Eh ben oui. Donc à éviter. Et là aussi, que se passe-t-il dans votre corps après avoir mangé un Big Mac? Bon, on va passer parce que... Conclusion, que ta nourriture soit ta médecine et ta médecine ta nourriture. Hippocrate. Ça date pas d'hier. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore des petites choses. Alors la bibliographie, oui, on ne va pas la citer. Vous pourrez aussi y avoir accès. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Je reviens juste en arrière. Là, je cite un cours qu'on avait créé avec Raymond Brouillard et Anne-Lise Lobstein de la fac de pharmacie. Un cours optionnel appelé Santé et Nutrition. Et ben, c'est l'option qui avait le plus de clients. Parce qu'on leur annonçait, on leur enseignait des choses pratiques. Alors que souvent, c'est des élucubrations. Voilà, le charme discret de l'intestin dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la position sur les toilettes. Voilà, plein de choses intéressantes. Voilà. Donc c'est pour vous prouver que, en principe, je suis un peu sérieux. Et puis donc j'ai créé ce site sur lequel je publie énormément de choses. Et puis j'ai récupéré récemment la présidence de l'association Vivre sans douleur. Il y a un site. Et puis j'ai été conseiller d'André Pasbec dans l'association Vie et Action. Il y a aussi un site. Voilà, et je ne sais plus s'il y en a encore un. Ah oui, l'association Bévincaire, donc qui défend Béchamp, contemporain de Pasteur, et qui à l'époque déjà, 1850-60, eh bien, montrait que Pasteur avait des interprétations qui étaient fausses. Vincent avec sa méthode potentiel pH, et Kerbrand les transmutations. Voilà. Et puis l'association Vivre sans douleur. Et voilà, je crois que c'est terminé. Et voilà. Merci. Ben, je vous souhaite bon courage. Je vous ai, je crois, donné quelques pistes. Et puis, c'est à chacun de se faire son opinion. C'est à chacun de faire ses expériences en surveillant ses selles et ses urines. Ça va tout de suite vous dire si ça vous va ou si ça ne vous va pas. Donc bonne santé. Bonne année, bonne santé.